Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Ah, qu'est-ce que vous faites là? Faut pas rester là. Ah, mais non, il n'y a pas d'épisode du Contrecast en août. Ouais. Par contre, maintenant que vous êtes là, je vais vous mettre le répondeur. Il y a plein de messages, par contre. Voilà. Suivez-vous, profitez. Bonne écoute. Hello Agnès, c'est Alex. J'ai complètement oublié de te dire que je pourrais pas être là pour les enregistrements du mois de juillet. Je suis plus du tout en Île-de-France là. J'ai les montagnes face à moi. Enfin, en tout cas, je suis pas du tout disponible pour venir enregistrer. Du coup, je sais pas, je peux te faire une chronique à distance si tu veux. Enfin, je sais pas, je peux te parler de 2 de mes coups de cœur. Ça sera assez rapide. Par exemple, je voulais te parler par exemple de 2 podcasts que je surkiffe. Donc ça sera 2 coups de cœur en un. Je sais que t'adores ça. Ouais, donc le premier, ça va être le début de la fin. En gros, c'est un podcast présenté par Luc Le Gonide ou Karim Beradia, et ils sont souvent accompagnés de personnes qui, un peu comme Cher et Madonna, n'ont que des prénoms, donc Mylène, Nelson et Ludo. C'est un podcast dont le premier épisode date du 18 août 2019, et qui a une idée assez fun, qui est que, en gros, tu vas avoir 2 cobayes par émission et 2 personnes ayant vu une série. Les 2 cobayes vont pouvoir voir que le premier épisode d'une série et le dernier, mais vraiment le tout dernier, pas le dernier de la saison 1, mais vraiment le tout dernier épisode. Et du coup, ils vont devoir dire s'ils ont aimé, s'ils aiment ou pas le principe, ou si ça leur donne en tout cas envie de découvrir la série dans son intégralité. Pendant ce temps-là, les personnes ayant déjà vu la série vont pouvoir, bien entendu, agrémenter, donner un peu des précisions, parce que bien entendu, souvent les cobayes ne comprennent absolument rien. En tout cas, pour le 2e épisode. Et du coup, voilà, les 2 autres personnes vont être là pour agrémenter et dire ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment pas, etc. C'est un podcast que j'ai absolument zéro idée de comment je l'ai découvert. Ça doit être une joyeuseté comme Twitter ou un autre podcast qui en parlait, et ça m'a intriguée et j'y suis allée. Pour donner un peu une idée de quel type de séries ils peuvent faire, ils font vraiment un peu de tout. Mais par exemple, ils ont commencé en 2019 avec Game of Thrones. Personnellement, ça m'a donné envie de découvrir Devilman Crybaby, envie de revoir Malcolm, ça m'a permis de blacklister quasi définitivement Cowboy Bebop et Les Sopranos, et ça m'a permis de enfin savoir la fin de, par exemple, Scrubs, Lost ou Sakura chasseuse de cartes, tu vois. Donc un panel vraiment très divers et varié de séries, donc super cool à découvrir, je pense. Après, l'idée, c'est quand même de se concentrer sur des titres qui nous parlent, je pense. Alors, les choses que j'avais déjà vues, je les ai plutôt évitées, à part Malcolm, dont je me souvenais pas forcément du dernier épisode, par exemple, ou Scrubs, que j'avais dû voir jusqu'aux dernières saisons, mais sans aller jusqu'au bout, enfin bref, donc voilà. Donc ça, voilà, petit coup de cœur numéro 1. Et le 2e, c'est mon chouchou, c'est vraiment mon podcast préféré. Genre, j'adore l'écouter quand je vais faire du vélo, du sport ou quoi. Et ça s'appelle La 5e de couve, qui est donc mon fournisseur officiel de fun et de manga. Le premier épisode, il va dater d'avril 2016, avec une émission sur One Punch Man versus My Hero Academia. C'est présenté par encore plein de prénoms, donc Maxime, Julie, Clémence, Johnny, Cagnard et Robin, qui sont des journalistes, des animateurs, des éditeurs, mais aussi des lecteurs et des lectrices passionnés. Et donc ils vont avoir ils vont centrer des épisodes, des émissions autour de thèmes, et nous faire explorer les mangas via ces thèmes-là. Donc on va avoir plein de mangas différents, par exemple autour du sujet de peut-on rire des Yakuza, une question plus ou moins légitime, surtout quand on parle du Japon.
ou explorer un manga de manière plus poussée, souvent sous un prisme, mais ça peut être vraiment le manga en général, en général. Et du coup, par exemple, on va avoir Parasite, un manga précurseur, point d'interrogation. Voilà. Donc il y a beaucoup. Moi, j'ai découvert énormément de choses, des choses qui pouvaient paraître très, comment dire, tu sais, des classiques et que tu vas pas forcément regarder tout de suite, ou que des choses que tu vas pas aborder de la même manière. Et aussi bien vraiment les mangas de sport, les shonen, les neketsu, vraiment tout. Et d'ailleurs, ils expliquent aussi des thèmes pour ceux qui sont perdus par ce que je viens de dire, les deux mots que je viens de dire. Et donc voilà, juste génial. Et pendant les vacances, souvent ils vont faire des quiz toujours autour du manga, en mélangeant un peu tout, ou alors en prenant par exemple à un moment, je crois qu'il y avait un quiz sur Promised Neverland. Enfin bref, et franchement c'est un manga dans lequel tu apprends énormément de choses. Donc tu es là, tu prends des notes en même temps. Quand t'es en train de conduire, c'est pas évident, mais tu prends des notes et t'as envie de découvrir tout, parce qu'ils sont tellement passionnés par ce qu'ils racontent, que même les thèmes qui peuvent te paraître moins cool, par exemple l'émission sur le sport, moi franchement je t'avoue que je sais plus quoi, Alice machin et rock'n'roll, ou je sais plus, non, Jeanne et Serge, oh là là, je confonds tout. Jeanne et Serge par exemple, c'était pas du tout mon délire, Kuroko, enfin bref, des trucs comme ça, c'est pas du tout mon délire. Et eux, ils vont choisir des trucs que eux ils aiment, ils vont t'en parler avec tellement de passion que franchement, si pendant toute une émission qui dure 1h15, tu trouves pas au moins un manga qui peut potentiellement t'intéresser, c'est que tu fais pas d'efforts. Non mais voilà, donc super cool, super drôle à chaque fois, avec des personnalités bien distinctes, ils ont chacun leur domaine un peu de compétences et leur pierre à apporter à l'édifice, c'est juste trop bien. Et donc voilà, c'est clair, éclairant et passionnant et très drôle, souvent très très drôle. Donc voilà, ça va être mes 2 coups de cœur, j'espère que ça va suffire. Je suis pas là pour enregistrer, mais voilà. Au moins, je vous ai parlé de trucs qui m'animent et que j'adore partager avec vous. Voilà. Bon, en attendant, écoutez, passez des bonnes vacances. Je vais essayer de revenir pour août, je promets rien. Et j'essaierai de me faire pardonner pour mon absence en juillet. Allez, ciao. Bye bye. Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez d'excellentes vacances. Alors moi, ma recommandation pour cet été, c'est une bande dessinée du nom de L'Or Olympus. Cette bande dessinée, elle est disponible sur Webtoon. Webtoon, c'est une plateforme en ligne qui recueille des centaines et des centaines de bandes dessinées. Et il faut savoir qu'en Corée du Sud, la bande dessinée, c'est ultra populaire. Ça représente près d'un quart de vente de livres. Et les webtoons, ça existe depuis 2003. 2003, ça fait un moment maintenant. Mais en fait, on en a entendu parler réellement qu'à partir de 2019. C'est là où il y a eu le plus grand essor de la plateforme. Et c'est popularisé encore en ce moment. Grâce à toutes les dernières sorties, dont L'Or Olympus, justement. L'Or Olympus qui se place actuellement au top 1 des webtoons les plus lus sur la plateforme, avec 5,9 millions d'abonnés. C'est énorme. Pour en venir au cœur même du sujet, L'Or Olympus, de quoi ça parle? Alors, c'est une œuvre écrite par Rachel Smith qui nous présente le mythe de l'enlèvement de Perséphone en version modernisée. Le mythe de l'enlèvement de Perséphone, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Donc en fait c'est Hadès, qui est le dieu des enfers et qui est le frère de Zeus, qui un jour tombe sur Corée, aussi appelée Perséphone, et qui tombe instantanément amoureux d'elle. Et Hadès va demander à son frère Zeus, est-ce qu'il peut épouser Corée? Et Zeus, dans sa tête, se disait non, de toute façon Corée, elle va jamais accepter d'être embarquée dans ce monde obscur. Il va pas répondre à Hadès, et Hadès va prendre ça pour un oui. Ça commence bien. Donc consentement 0. Voilà, comme ça, je vous annonce la couleur. Je vais vous lire quand même le synopsis de la version L'Or Olympus du coup de Rachel Smith, qui est une version modernisée. Donc voilà ce qu'on peut retrouver à l'arrière du premier tome par exemple, parce qu'on a les 2 tomes qui sont sortis, en plus des nombreux chapitres qui sont déjà disponibles sur Webtoon. Perséphone, jeune déesse du printemps, est nouvelle au mont Olympe. Sa mère, Déméter, l'a élevée
exprès dans le royaume des mortels pour la protéger des tentations. Mais après que Perséphone lui ait promis de s'entraîner comme vierge sacrée, elle est autorisée à aller à l'université et à vivre dans le monde glamour et trépidant des dieux. Lorsque sa colocataire Artémis l'emmène à une fête, sa vie entière change. Elle y rencontre Hadès et l'étincelle est immédiate avec le souverain charmant mais incompris des enfers. Tout s'accélère alors, Perséphone doit maintenant naviguer entre les jeux stratégiques et les relations déroutantes qui régissent l'Olympe, tout en trouvant sa place et en affirmant son pouvoir. On se rend compte que c'est quand même une version beaucoup plus romancée que la version dite originale. On a Perséphone en fait qui va faire la rencontre d'Hadès suite à un petit coup bas que va provoquer Ménté. Et c'est ça qui va faire que Perséphone va rencontrer également Cerbère, le chien à trois têtes, les fameux chiens, parce qu'en fait Hadès en a beaucoup. Et donc on peut voir aussi à ce moment-là qu'on essaye de conférer au personnage d'Hadès un côté un peu attachant. Voilà, il aime ses chiens, il a pas que des gros chiens d'ailleurs, il a même des speeds, des petits chihuahuas, enfin c'est plutôt mignon et plutôt agréable à regarder. Et puis Perséphone va tout de suite s'approcher d'eux et être intégrée tout de suite dans la petite bande. Et c'est à ce moment-là que les choses vont bien changer pour elle et qu'elles vont également changer pour Hadès. Parce qu'il faut savoir qu'Hadès, de son côté, fréquentait à ce moment-là Ménté. Ménté, qui est une déesse nymphe, voilà, et qui va, malgré le fait qu'elle n'ait aucun sentiment amoureux pour Hadès, va être très jalouse de l'arrivée de Perséphone et de l'impact qu'elle va avoir dans la vie d'Hadès. À côté de ça, on va avoir Apollon, qui lui va avoir des vues sur Perséphone, et ça va aller un petit peu plus loin que ça parce que il va lui faire subir une certaine forme d'harcèlement, voire même encore plus sombre que ça, attention, pour les jeunes, il va la violer. J'essaie de spoiler le moins possible, mais je suis obligée de vous parler de ces petits points-là pour vous faire comprendre qu'en fait, on est sur des thématiques assez sombres. On a des thèmes, enfin voilà, c'est des coups bas, c'est beaucoup de jalousie, ça évoque les relations toxiques, ça évoque justement le viol malheureusement, la réputation que peuvent avoir les dieux au mont Olympe, le poids de l'héritage aussi, parce que Perséphone, elle, de son côté, elle a fait une promesse à sa mère, elle doit la tenir, elle doit concilier sa vie privée, ses engagements, ce qu'elle a promis à ses parents et ses envies du moment. Voilà, ça parle aussi un petit peu du syndrome de l'imposteur, parce qu'on va avoir du coup Perséphone qui réfléchit beaucoup à qu'est-ce qu'elle apporte finalement comparé à d'autres dieux sur Terre. Voilà, donc on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a de l'harcèlement, on a des abus, on a des traumatismes. Enfin, c'est vraiment pas une BD à mettre entre les mains des plus jeunes. Et ça traite en même temps d'une certaine délicatesse ces sujets-là pour nous faire prendre conscience qu'ils ne sont pas normaux. Voilà, que rien n'est normal dans ce qui est montré. Et que si même Perséphone, qui est un personnage assez naïf, assez candide, s'en rend compte, c'est que ce n'est pas anodin. On parle de mythologie grecque, mais l'Or Olympus, c'est aussi beaucoup de technologies modernes qui sont montrées. On peut retrouver des smartphones, on voit les dieux s'échanger des SMS, on voit des parcours en voiture. Enfin voilà, le fait est que Rachel voulait vraiment, je pense, que le lecteur s'identifie plus ou moins à l'inidentifiable que sont les dieux. Au niveau des dessins, alors moi je trouve ça super joli, c'est vraiment au goût de chacun, mais je trouve qu'on a une super belle palette de couleurs. Chaque dieu représente une couleur, donc Perséphone c'est du rose, Hadès ça va être du bleu. Ils ont chacun un code couleur bien caractéristique et je trouve que la patte graphique elle est vraiment très 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 jolie, très agréable à regarder. Au niveau de la lecture, c'est très fluide. C'est très fluide parce qu'on a finalement peu de texte, on n'a pas beaucoup de paroles. C'est beaucoup de cases vides avec des représentations d'émotions au niveau des visages, etc. Donc je trouve que ça fait une lecture très très agréable. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je vais vous lire le synopsis du tome 2 parce que c'est des thèmes que je vous ai déjà évoqués tout à l'heure, donc je ne vous spoile rien de plus. Donc le tome 2 est sorti le 7 juillet dernier. Le synopsis, voilà. Perséphone et Hadès se plaisent, mais les obstacles s'accumulent.
Un journal People révèle qu'ils se connaissent, Mente n'accepte pas que son histoire avec Hadès puisse se terminer et essaye de nuire à Perséphone, et surtout, Apollon rôde, prêt à tourmenter Perséphone dès que l'occasion se présente. La solution viendra-t-elle d'Héra et du contrat de stage qu'elle crée, pour que Perséphone travaille aux enfers auprès d'Hadès? Parce que oui, Héra est une petite maline, qui se dit que c'est une très bonne idée de rapprocher encore plus Perséphone d'Hadès et qu'il l'a fait travailler avec lui. Voilà. Donc encore de la petite romance qui va s'incorporer un petit peu partout dans cette histoire. Je vais pas vous en dire plus parce que pour moi l'intérêt c'est quand même de vous donner envie de le lire, et si je vous raconte tout, c'est plus drôle. Mais en tout cas, je recommande fortement l'Olympus, que ce soit sur la plateforme Webtoon ou en version physique, parce que la version physique je la trouve super belle. Elle prend peut-être un peu de place, prévoyez une bonne bibliothèque, parce que je pense qu'en plus si vous voulez faire toute la collection, ça risque de prendre un petit moment. Mais en tout cas, elle est magnifique et je recommande chaudement cette bande dessinée autant aux amateurs de mythologie qu'aux amateurs de bande dessinée, de romance ou même de romans graphiques, parce que ça aborde quand même des sujets, des thématiques un peu profondes, sociétales, importantes. J'espère que ma petite recommandation vous aura plu. Alors c'est une première pour moi, du coup, ces petites cartes postales de l'été au Contrecast. Donc désolée d'avance pour les bégaiements, pour les petits passages où j'ai l'air un petit peu stressée, parce que je le suis. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de lire l'Heure Olympus, et si vous vous mettez à la lecture, n'hésitez pas à venir en parler avec moi. Ça me ferait très plaisir d'apprendre que j'ai donné envie à certaines personnes de s'y mettre. Voilà. Et ça me ferait très plaisir d'en discuter avec vous. Voilà. Si vous voulez me contacter, c'est exavt sur Twitter. EIXAV-T. Bisous tout le monde. Passez de très bonnes vacances. Je vous dis à très très bientôt pour peut-être un prochain épisode. Bonne journée à vous. Coucou la team du Contrecast. Matt Satonaka à l'appareil. J'espère que vous passez de bonnes vacances et que vous faites le plein de bonne énergie pour nous revenir en forme à la rentrée. Je vous envoie cette carte postale sonore car je voulais vous parler d'un coup de cœur comics qui a rafraîchi et égayé mon début d'été. Il s'agit de Supergirl Woman of Tomorrow. Sont présents Tom King au scénar, Bilky Sevelli au dessin et Mathias Lopez à la couleur. C'est sorti en France chez Urban Comics, comme d'hab. J'ai été saisi par ce comic book car j'ai trouvé que c'était magnifiquement raconté, et j'adore qu'on me raconte des histoires. Nous y retrouvons bien sûr Supergirl, accompagnée d'une jeune extraterrestre dans une espèce de road movie interstellaire construit autour d'une poursuite afin d'assouvir une vengeance. Mais je n'en dirai pas plus. J'ai trouvé l'œuvre belle, très belle. Les dessins et les couleurs sont saisissants. C'est flamboyant sans jamais être brouillon. Le récit est d'une richesse incroyable et sa profondeur permet de porter des messages avec une subtilité trop rare de nos jours, je trouve. C'est traité avec sensibilité, l'enjeu est au rendez-vous et l'humour est toujours bien placé. Bref, je vous conseille chaudement ce comic book qui viendra rendre votre été encore plus beau. Je vous envoie à toutes et à tous des bisous, j'ai hâte de vous retrouver à la rentrée. Bye bye, et n'oubliez pas de jouer à Tunic. Bonjour, bonsoir l'équipage du vaisseau, c'est Quantum, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit que durant vos vacances au niveau jeux vidéo, vous vouliez peut-être éviter de passer du temps sur du joli pixel art, sur des Souls, ou alors vous empêcher de tenter votre 1472e run sur Hades. Alors je voulais vous proposer un jeu qui me fascine beaucoup plus qu'il ne le devrait à la base, Power Wash Simulator. Attendez, ne supprimez pas ce message tout de suite, j'ai bien quelques arguments à présenter, surtout que je ne suis pas un grand fan à la base de tout ce qui est jeu de simulation. Mais bon, allez, on reprend depuis le début. Power Wash Simulator est un jeu développé par Future Lab et édité par Square Enix. Il est actuellement disponible uniquement sur PC, sur Steam à environ 25€, mais vous pouvez aussi le retrouver sur le Game Pass de Microsoft. Il est sorti en juillet après un petit peu plus d'1 an d'accès anticipé. Dans ce jeu, vous incarnez un nouvel arrivant dans la ville de Muckingham, qui va se lancer dans une nouvelle entreprise avec un ami déjà sur place. Une entreprise de quoi ? Spoiler, c'est déjà pas de la gravure sur bois. Vous venez plutôt de récupérer une camionnette avec de l'équipage de nettoyage à haute pression, et vous allez très vite commencer à recevoir des propositions de jobs de différentes personnalités de la ville. Quand vous acceptez un de ces contrats, vous êtes amené à l'endroit de votre job, et généralement, c'est d'un crade. Vraiment, tous les pixels sont remplis soit de saleté, soit de boue, ou encore de plein d'autres substances dont je ne vais pas vous dire ici, de peur de vous spoiler un petit peu. En termes de gameplay, vous êtes en vue à la première personne, et au lieu d'un fusil à la double canon, car non, on n'est pas dans Doom, c'est votre pistolet nettoyeur que vous avez en main.
Vous avez plusieurs options et accessoires pour pouvoir gérer le flux d'eau, que ce soit au niveau de la pression ou de l'angle. Et toutes ces options sont remplaçables par du meilleur matos plus tard grâce à un petit magasin où vous pourrez en plus changer votre tenue d'asthmate. Non, ce dernier point n'est pas une blague. Et là, quand vous commencez votre job, c'est vraiment le côté satisfaction. Il y a un vrai plaisir à voir la saleté partir et laisser place à de jolis pixels colorés et brillants. C'est un peu le même plaisir instinctif que l'on peut avoir dans certaines de ces émissions de TV ou dans certaines pubs de produits d'entretien quand vous voyez l'avant et l'après. Bon, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, et je pense que certains d'entre vous me prennent déjà pour un maniaque du ménage. Mais pourtant, je préfère vous dire, je ne le suis pas. Mais le truc, c'est que ça marche. C'est qu'on est très vite concentré sur sa tâche, il y a vraiment un côté fascinant dedans, et vraiment on a un grand côté relaxant aussi quand on termine un niveau et qu'on a pu éliminer toute la saleté. Mais bon, si c'était que ça se limiterait à un petit péché mignon que l'on jouerait le soir avant de dormir. Ne me jugez pas. Mais déjà, il faut que je vous donne des exemples de contrats pour que vous compreniez pourquoi j'accroche tellement à ce jeu. Déjà, on commence doucement, il y a votre propre camionnette que vous allez nettoyer, un jardin, un skatepark. Puis on bascule vers des attractions de fêtes foraines, une façade de maison qui serait hantée, un observatoire dans la forêt qui est censé trouver Bigfoot, ou encore un étrange jet privé qui semble tout droit sorti d'un des jeux XCOM. Bon, je vous en dis pas plus, en tout il y a une trentaine de jobs à faire, et chacun va aller du plus simple au plus farfelu. En sachant que chacun des jobs, une fois que vous les avez fait dans le mode carrière, vous pouvez le refaire en jeu libre ou avec des challenges supplémentaires. Il y a même quelques missions bonus où vous avez vraiment des choses très barrées, comme par exemple nettoyer le robot rover de Mars. Bon, vous l'aurez remarqué justement, on peut vite basculer sur des jobs qui sont assez absurdes et qui sortent totalement de l'ordinaire. Par contre, ils ne sortent pas de nulle part. Chaque contrat vous est présenté par l'habitant ou l'habitant de Muckingham qui vous le propose. Mais ce personnage peut aussi vous parler pendant votre job à l'aide de textes envoyés sur ce qui ressemble à un écran de portable. Et là, il y a tout un mini-lore qui va s'installer. Vous avez le maire qui semble avoir un lourd secret, un couple qui se fait appeler Hansel et Gretel et qui sont juste, attention, je fais des guillemets dans les airs, d'innocents pâtissiers, ou encore les différents forains qui se font une petite guéguerre de leur attraction qui serait la plus populaire et la plus propre. Bon, on n'est pas non plus au niveau de l'arc 4 de JoJo's Bizarre Adventure, mais c'est rempli de plein de petites blagues, d'easter eggs et de mystères qui sont agréables à suivre. Enfin, je citerai la présence d'un mode multijoueur que je n'ai pas encore testé. Après, je n'ai pas vu s'il y avait des challenges spéciaux, mais si ce n'est pas le cas, j'ai plus l'impression que c'est un outil pour des groupes de streamers faire un petit peu le show, ou alors un excellent endroit où régler ses comptes en commençant la dispute par « Non mais tu n'es même pas capable de nettoyer la rampe du grand toboggan correctement !» Bref, entre l'aspect satisfaisant, les histoires nombreuses, les easter eggs et le côté assez barré, il y a de quoi passer un excellent moment cet été, en tout cas en attendant de se refaire du mal sur des jeux plus difficiles à la rentrée. Je terminerai en disant que les devs continuent d'alimenter le jeu pour le moment et que je trouve les achievements assez fun, Winks winks, John Couscous. En tout cas, peu importe ce à quoi vous jouez, je vous souhaite de bonnes vacances et j'ai hâte de vous entendre de nouveau à la rentrée. Bon allez, moi je vous laisse, j'ai un quai de métro à nettoyer. Ciao! Salut le Contrecast, j'espère que vos vacances se passent bien. C'est Fanny, je viens vous laisser un petit message pour vous parler un peu d'Anne de Green Gables. Anne, c'est l'héroïne d'une série de livres jeunesse écrits au début du XXe siècle par la Canadienne Lucy Maud Montgomery. Je pense que je le prononce très mal. On n'est donc pas sur un truc hyper récent, mais depuis 2020, les romans du cycle ressortent à rythme régulier chez Monsieur Toussaint Louverture. Oui, encore cette maison d'édition. Anne, c'est une jeune orpheline canadienne de 11 ans, rousse, je précise parce qu'elle en parle souvent, au tempérament complètement fantasque, qui est proposé par erreur à l'adoption à un frère et une sœur très terre-à-terre, qui tiennent une ferme sur l'île du Prince-Édouard, dans la petite ville d'Envoley, ferme appelée Green Gables, en raison des pignons verts qui la décorent. À la base, ils cherchaient un jeune garçon pour les aider aux travaux. Alors bon, je sais pas si c'est une bonne excuse, mais on est mi-19e siècle, donc le côté on adopte quelqu'un pour aider aux travaux, bof. Bon, évidemment, sinon il n'y aurait pas de livre, la jeune Anne ne sera pas renvoyée à l'orphelinat. Au fil des livres, nous allons voir Anne grandir, devenir adolescente, adulte, sans jamais perdre son caractère romanesque et sa joie de vivre, qui en fait une héroïne que l'on aime retrouver au fil des pages. Petit à petit, elle apprivoisera la plupart de la galerie de personnages qui gravitent autour d'elle, y compris ceux aux caractères les plus revêches. Lire les Anne, c'est rechercher une petite bulle de bonheur et de légèreté dans un quotidien qui est souvent bien assombri par les nouvelles.
C'est rêver de marées magiques, de forêts enchantées, de soleil couchant et d'héroïnes tragiques. C'est s'imaginer pouvoir nous aussi reconnaître nos âmes sœurs, au sens amical du terme, quand nous les croisons. Alors je vais être franche, on est plus dans une ambiance petite maison dans la prairie que dans un genre d'œuvre bien glauque tel que vous aimez bien en parler régulièrement. Style que j'aime bien aussi par ailleurs. Et sur le fond, on peut pas dire qu'il se passe grand chose. C'est plutôt des petites tranches de vie. Et il y a évidemment certaines choses à redire, notamment si on prend en compte l'époque à laquelle ça a été écrit. Il y a vraiment beaucoup de références à la religion. Les femmes s'arrêtent de travailler une fois mariées, même si elles ont fait des études, etc. Mais à chaque fois que je finis un tome, je suis à jour des sorties chez Monsieur Toussaint Louverture. J'ai lu le 5e volume au début de l'été. Ça devrait être entre parenthèses en 6 tomes, je crois, pour les histoires d'Anne en elle-même, et il y aura encore quelques tomes consacrés à sa famille. Donc je disais, à chaque fois que je finis un tome, j'en sors heureuse, le sourire aux lèvres, pressée de lire la suite. Enfin bref, c'est une lecture parfaite si vous aimez donc les petites histoires de tranches de vie, et si vous avez besoin d'un peu de douceur dans ce monde de brut. Et j'ajoute un mot sur les sublimes éditions de Monsieur Toussaint Louverture. Les livres sont exposés chez moi face visible tant je trouve les couvertures belles. Elles sont un peu en tissu, et il y a un côté un peu brillant, et sur chacune, on voit Anne de dos au milieu d'un paysage enchanteur qui rappelle celui dont il est question dans chacun des tomes. Enfin, cet tome fait l'objet de multiples éditions et adaptations, et on peut notamment noter une série qui est disponible sur Netflix, mais j'avoue ne pas savoir ce qu'elle vaut parce que je ne l'ai pas encore regardée. Bref, j'espère vous avoir donné un peu envie de découvrir ces livres. Je vous souhaite de bonnes fins de vacances à toutes et tous, en attendant de vous entendre parler de vos prochaines découvertes estivales. Bisous! Coucou le Contrecast, c'est John, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde passe un bel été. Comme d'hab, je vous envoie une petite carte postale, c'est pour vous parler cette fois-ci du jeu Last Stop que j'ai fait sur PS5 mais qui est dispo un petit peu partout. En fait, j'ai découvert ça sur le PS Plus Extra, je sais pas si vous voyez le 2e niveau de PS Plus, hein, c'est un peu mon Game Pass avec des trophées. En fait, c'est un jeu qui est défini d'aventure surnaturelle, ou plutôt on peut aussi appeler ça de Walking Sim, hein, peu importe. C'est fait par Variable State, qui est édité par Annapurna. Donc Variable State, c'est quoi? C'est Virginia en 2016, leur premier jeu. C'est Last Stop en 2021, dont je vous parle aujourd'hui, donc c'est que leur 2e jeu. Et qu'est-ce que c'est? Grosso modo, ça commence à Londres, dans le métro. On assiste un peu à une espèce de course-poursuite vraiment au niveau du métro, quoi. C'est un truc un peu spécial, un peu bizarre. On sait pas trop ce que font ces jeunes-là. Et puis, paf, on apparaît un peu plus tard dans le présent et on a 3 personnages qu'on va incarner. Il y a le père de famille avec sa fille, qui est plutôt jeune, qui a des soucis de santé et voilà, qui a un peu une vie très monotone, on va dire. Il y a la mère de famille, qui elle a un boulot plutôt secret, qui est quelqu'un de très affirmé et qui mène une double vie. Et enfin, il y a la jeune ado, un peu rebelle, qui est petite sœur de flic. Donc c'est 3 destins qui sont forcément liés, et je trouve ça assez prenant, la manière dont c'est amené, dont c'est joué. Je trouve quelque chose qui est assez fort dans ce jeu. Il y a une illusion du choix dans certains dialogues. En fait, on enchaîne leurs histoires découpées. Ils ont chacun 6 chapitres. On peut définir dans le lot 1, est-ce qu'on joue d'abord le père de famille, est-ce qu'on joue d'abord l'ado, etc. Moi, j'ai fait le choix de jouer dans l'ordre systématiquement pour essayer de faire évoluer leur histoire de la même façon, même si elles sont pas forcément toutes aussi intéressantes les unes que les autres, mais j'ai trouvé ça relativement cool. Et j'ai découpé ça en 3 soirées, ouais, je dirais, un truc comme ça. Et bon, évidemment, je sais que tu te poses la question, toi qui écoutes, et j'ai platiné le jeu. Alors une seule fois, hein. J'aurais pu le faire 2 fois, mais je l'ai fait qu'une seule fois. Et c'est cool parce que j'avais jamais eu l'occasion de le faire plus tôt, et c'est grâce au PS Plus Extra, je me suis dit, bon qu'est-ce qu'il y a dans le catalogue? Oh, il y a un Annapurna. Oh, il y en a plein, en fait, donc je les ai un peu tous téléchargés. C'est même madame qui a fait le jeu avant moi, mais qui m'a dit, il faut que tu joues. Je fais, ok, j'y jouais. Un peu plus tard, j'ai vu que c'était les mêmes devs que Virginia. Je fais, ok, je reconnais un peu certains éléments dans le style et tout, et c'est ça qui m'a plu aussi, parce que j'avais adoré Virginia à l'époque. J'aime bien les Walking Sim, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. En tout cas, ouais, vraiment, très très bonne surprise, très cool. Et pour info d'ailleurs, Variable State, qui bosse déjà sur un nouveau jeu, parce que c'est listé en tant que Game Free sur leur site. Et d'ailleurs, ils recrutent des gens si ça vous intéresse. Et j'ai déjà hâte de tester. En tout cas, ça c'était Last Stop sur PS5 que j'ai fait, mais qui est dispo sur Switch, sur PC, sur Xbox et PS4 aussi. Et je vous recommande chaudement, en plus, il est pas très cher. Voilà. Allez, prenez soin de vous cet été et à bientôt. Et salut le Contrecast, c'est Flavien. J'espère que les membres du Contrecast vont bien, qu'ils se reposent, éventuellement les doigts de pied en éventail sur je ne sais quelle plage.
qu'il et elle se reposent au mieux pour revenir en pleine forme. Petite carte postale de ma part, alors elle vient d'Annecy, Annecy où j'ai passé mes vacances et où j'en ai profité d'ailleurs pour découvrir le Contrecast, pas mal d'épisodes depuis le début, c'est comme ça que je procède quand je découvre des podcasts. C'était ma découverte, même si je connais déjà plusieurs podcasts du vaisseau hypersensage, je me suis dit que allez, ça devrait me parler vu les gens qui y sont et les sujets en général abordés. Et alors, à Annecy, petite recommandation, mais c'est pas là-dessus que je vais m'attarder, mais vite fait, si vous allez à Annecy, bon, le lac, tout ça, c'est bien joli, et je vous conseille, moi, une pâtisserie, la pâtisserie Les Roseaux du Lac, où on a pris avec ma compagne quelques pâtisseries au cours des 10 jours où on y était, et ma foi, c'était absolument succulent et délicieux. Donc les Roseaux du Lac, si vous voulez y aller, ça vaut le coup, c'est pas loin du lac, c'est un peu plus cher que ce que vous trouverez dans les boulangeries habituelles, mais c'est pas hors de prix non plus, et ma foi, le goût vaut le coup. Non, le truc principal que je voulais vous conseiller, c'est une chaîne YouTube que je consomme depuis quelques semaines maintenant. C'est une chaîne consacrée aux jeux de société. C'est John Gets Games, donc J-O-N Gets Games. C'est une chaîne en anglais. Alors c'est la première limite que je vais mettre, et d'ailleurs la principale, c'est que c'est en anglais et qu'il n'y a pas de sous-titres en français, donc vous pouvez mettre les sous-titres en anglais, mais il faut quand même un minimum parler l'anglais et le comprendre pour profiter du contenu. Faut savoir quand même que Jonathan, donc il parle de manière assez lente, donc c'est compréhensible aussi, il a pas un accent de ouf, il est de Californie, donc ça reste assez accessible si vous comprenez un minimum la langue de Donald Trump. Et donc, alors faut savoir que c'est souvent des vidéos en partenariat avec des éditeurs où il est rémunéré par les éditeurs pour présenter les jeux, ce qui peut aussi être une limite éventuellement selon ce que vous mettez comme limite de votre côté. Donc soit en partenariat, soit il a un Patreon évidemment comme pas mal de vidéastes, et les personnes qui le soutiennent peuvent voter pour tel ou tel jeu qui sont pas forcément de l'actu et qui sont pas forcément sponsors. Et alors qu'est-ce qu'il propose Jonathan, il propose des vidéos consacrées aux jeux de société. Alors souvent ce sont il faisait à un moment des reviews, il a aussi quelques formats autres, donc il a aussi parfois des trucs sous forme de vlog, que ce soit des FAQ, que ce soit des jeux qu'il peut avoir dans le viseur pour les mois à venir, ou que ce soit des impressions sur des jeux qu'il a joué récemment. Mais les principales vidéos sur sa chaîne, ça va être des vidéos de tutoriels pour apprendre à jouer à un jeu, et il appelle ça, alors il a changé un peu des dénominations au cours des années, parce qu'il fait ça depuis 2014, même s'il est professionnel entièrement grâce à la chaîne depuis 2020 je crois. Il appelle ça aujourd'hui des Learn While Playing, et en fait moi ce que j'aime beaucoup, c'est que au-delà du fait d'être assez posé et tout, c'est que c'est vraiment, il va effectivement faire une partie, simuler une partie à plusieurs joueurs ou joueuses et dérouler un peu une partie comme ça, et donc il va faire une bref vue globale sur le jeu en début de vidéo, mais après en fait il va dérouler la partie, et à chaque fois qu'il va y avoir un élément de règle, et ben il va s'appesantir dessus pendant 1 minute 30 selon à quel point est-ce que le jeu peut être complexe, le point de règle peut être complexe, et voilà, et puis il va continuer, et puis hop, il va tomber sur un nouveau point de règle, alors du coup il va l'expliquer, et puis et du coup les vidéos sont un peu plus longues que la plupart de ce qu'on appelle des vidéos règles, que par exemple les ludochronos qui sont en 5 minutes, paf, t'as les règles du jeu, ou bien des explications qui vont vraiment te dérouler l'explication en fait, comme s'il lisait la règle en une vingtaine de minutes. C'est pratique parce que c'est court, ces vidéos règles, mais je sais que pour moi ça fait beaucoup d'infos, ça fait beaucoup de contenu, et que en fait souvent ces vidéos règles j'en sors sans avoir rien retenu, et que je suis incapable après de expliquer la partie à quelqu'un, alors que les vidéos de John Gets Games, c'est souvent plus long, ça souvent l'heure, voire l'heure et demie. Alors il fait plus aujourd'hui trop de let's play entier de la partie. En général, il fait quelques rounds, le temps que la plupart des mécaniques et des règles soient abordées. Et puis après, il dit bon bah voilà, j'ai fait le tour, donc je vais m'arrêter là. Avec à chaque fois en sous-titres, s'il fait des petites erreurs de règles et tout, ce qui est d'autant plus important qu'il est en partenariat. Donc, mais ouais, du coup, c'est forcément un peu plus long, mais ça me permet moi de beaucoup mieux assimiler ces règles-là. Et quand je sors d'une de ces vidéos, là pour le coup, je peux faire une partie derrière et réexpliquer de manière très fluide, parce que bah les différents points de règle, en fait, je les ai vus plusieurs fois sur les tours, et puis je les ai vus aussi petit à petit, donc moi ça me permet de beaucoup mieux les assimiler, au-delà du fait qu'il est très pédagogue et que dans la didactique ça passe très bien. Donc voilà, il fait ça, il a aussi parfois quelques parties avec des potes ou des trucs comme ça, mais ça reste plus annexe comparé au tuto. Faut savoir quand même que c'est rarement des jeux d'ambiance, comme dit souvent ces vidéos approche de l'heure, voire la dépasse, parce que ça reste des jeux souvent sur Kickstarter, mais pas que, mais en tout cas des jeux qui demandent un peu de temps d'apprentissage. Donc voilà, si votre truc c'est les jeux d'ambiance,
c'est aussi moins, je trouve, les jeux d'ambiance des jeux qui nécessitent ce genre de présentation vidéo au long cours, parce que les règles sont beaucoup plus vite assimilées, alors que les jeux vraiment avec plusieurs couches de complexité et tout, je trouve que ça nécessite vraiment plus cette approche-là de petit à petit pour que chaque point soit bien assimilé. Donc voilà, moi, depuis quelques semaines, je m'éclate à regarder ces vidéos, ça me donne envie d'y jouer ou pas, hein, mais en tout cas, je suis curieux, et en tout cas, ça me permet d'avoir une bonne vision de ce que peut être tel ou tel jeu. Alors encore une fois, tout ne m'intéresse pas, mais des fois je me dirige vers une vidéo sur un jeu dont je n'ai jamais entendu parler. À la fin, je sais comment il fonctionne, je sais si c'est pour moi ou pas, et en fait je les regarde pas pour les acheter derrière, c'est juste par curiosité ludique. Mais voilà, donc si vous faites partie de ces curieux ou curieuses ludiques sur les jeux de société, je vous invite à découvrir ça si, encore une fois, vous parlez l'anglais. Merci en tout cas pour nous avoir laissé l'opportunité de cette pastille. Encore une fois, je souhaite à toute l'équipe de bonnes vacances, un bon courage pour la rentrée qui viendra avec, j'en suis sûr, plein de belles chroniques. Et moi, je vous laisse, j'ai encore, comme je suis prof, le mois d'août à profiter. Allez, ciao, salut. Salut la team, j'espère que les vacances se passent bien. Ouais, je comptais pas vous embêter, mais bon, voilà, les vacances, le sable, tout ça, ça m'a ramené à ma dernière aventure. Vous connaissez sûrement l'histoire d'un personnage qui se réveille sur une plage, à qui on donne une épée pour partir à l'aventure. Mais non, et on va pas parler de Zelda, mais d'un adorable petit renard, dans un jeu qui va sûrement évoquer le héros à bonnet vert. Mais en fait, ça va être un peu plus que ça. Ça va être surtout une lettre d'amour à notre enfance. En fait, on va partir à l'aventure dans un monde en vue isométrique, pour au départ aller faire sonner des cloches afin d'ouvrir une porte énigmatique. Franchement, il n'y a pas de texte, ou vraiment très peu pour nous guider ou raconter l'aventure. En fait, on va récupérer des pages. Et c'est ces pages qui vont nous guider. Parce que, en fait, on récupère le manuel du jeu. Mais écrit dans une langue qu'on comprend pas, hormis quelques mots. Mais c'est pas indéchiffrable, hein. Et surtout, en fait, il y a plein de choses à noter au stylo bic. C'est un peu comme si un copain vous avait prêté son jeu. Ouais, et puis bon, vous pensez être bon dans l'exploration ? Non. Tunic qui veut vous apprendre que non. Un peu la manière d'un Dark Souls. Il partage aussi la barre de vie, l'endurance, la magie, tout ça. C'est un monde quand même qui est truffé de raccourcis. Et en fait, ils sont rarement bloqués. En fait, c'est juste que vous n'avez pas exploré la perspective correctement. Et franchement, je vous laisse imaginer la tête que vous allez faire quand la sortie d'un donjon vous fera arriver à côté d'un endroit que vous avez parcouru, mais genre une dizaine de fois. Ouais. Le problème de Tunic, c'est qu'il a aussi la mauvaise habitude de partager la difficulté avec Dark Souls. Mais bon, ça se ressentira pas dans les premiers combats, mais les boss sont super chauds. Après, il y a un truc qui est cool, c'est que le jeu, il vous laisse le choix de passer en vie limitée, endurance limitée et tout ça, et franchement, si vous bloquez, franchement, faut pas hésiter une seule seconde. Le jeu, il a tellement plus à offrir que ses combats. Et si vous pensiez être arrivé au bout, attendez de découvrir la Sainte Croix et de parcourir la route dorée. Ouais, en fait, le jeu, il regorge de surprises. Et franchement, au final, ça ressemble plus à The Witness à certains moments. Et c'est vraiment trop bien. Enfin bref, bon. Jouez à Tunic. Franchement, c'est chill, tout en vous demandant de vous creuser la tête pour résoudre des énigmes. Alors, c'est un jeu parfait pour passer vos grandes vacances. À faire peut-être avec un copain et un petit paquet de bonbons pour passer l'après-midi. Allez, bonnes vacances à tous. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que l'été caniculaire se passe bien pour vous, que vous buvez assez d'eau et que vous mettez de la crème solaire régulièrement. Pas de problème de mon côté puisque pour le moment je suis enfermé chez moi avec un petit claquage du mollet histoire de bien préparer mes vacances en rando qui arrivent. Bon ça va, je vais pas me plaindre, ça pourrait être pire. Je pourrais être rationné en eau ou en énergie d'ici la fin de l'année. Non, ça va, je déconne, ça arriverait pas, hein. Bref, pour passer le temps, coincé chez moi, du coup, je navigue un peu sur le net, sur Vinted, entre autres, aussi. J'achète des cartes Magic que j'utilise pas. J'achète des bouquins de la Tour Sombre dans des éditions que j'ai pas encore. Voilà. Je vous ai déjà parlé de la Tour Sombre ? Non ? Non, sérieux ? C'est un cycle de livres de Stephen King. C'est assez fou, hein. Franchement, c'est 7 bouquins, environ 4500 pages à lire. Bon, suivant les éditions, hein, c'est plus ou moins. Il y a pas mal de théories et de méta qui traînent un peu partout sur le net. Pour ma part, j'ai chopé une petite timeline assez maboule en poster qui explique les ramifications et tout. Putain, c'est fou. Je pourrais en parler pendant des heures, je pense, sans aucun problème. Bon, ça va, après, je suis pas trop loin dans ma monomanie, hein. Je suis encore simple. Je vais pas lire les threads Reddit sur les théories qui sont cool ou folles, machin. Les théories sur les liens entre les différentes histoires de Stephen King qui sont liées, tout ça. Non, parce que
en fait, moi j'ai lu 22-11-63, un roman de Stephen King il y a pas longtemps, et en fait, moi je suis persuadé que le personnage principal, il passe d'un monde à l'autre, comme dans La Tour Sombre, parce qu'en fait il entend le carillon, vous savez ou pas? Voilà. Bon, alors ensuite, j'ai vu, et j'ai lu aussi après, La Chambre 1408. C'est un film avec Samuel Jackson, et franchement, ce que vit le personnage, c'est clairement relié à la tour. Non mais sérieux, dans le film c'est tellement clair, on voit des trucs, je me dis c'est bon, je vais pas spoiler, mais franchement regardez-le quoi, c'est fou. Le film est pas ouf, mais il y a des trucs quoi, il y a des trucs. Voilà. Bon, sinon, parlant de Reddit et de la Tour Sombre, je suis tombé sur une news assez excitante via le site de Stephen King France. Apparemment, il y a un fan de la Tour Sombre qui a créé un jeu vidéo qui retrace l'histoire de Roland. Ah oui, quand j'ai entendu ça, bien sûr, je suis allé voir ça. Je suis allé sur Reddit, j'ai téléchargé le jeu en question. L'auteur, c'est Sonic Love Noise, c'est son nom, ou son pseudo, j'imagine. Et le mec, il est passé par RPG Maker. Alors RPG Maker, je sais pas si vous connaissez, mais les plus fans et les plus vieux, je pense d'entre nous aussi, ont déjà entendu parler. C'est un truc qui vous permettait à l'époque, je crois que c'est début des années 2000, de créer votre RPG un peu à l'ancienne, version 16 bits, Super NES, tout ça. Oui, j'ai traîné un peu sur le logiciel de mon temps. Donc voilà, on a un style un peu Final Fantasy, époque Super NES, Final Fantasy 6, tout ça, 5, tout ça. C'est des gros sprites, un système de jeu avec des time attack, des battle time attack. Voilà, bon, c'est assez cool pour ceux qui connaissent ce système-là. Du coup, voilà, je télécharge le jeu, je lance le jeu, évidemment. Et là, j'arrive sur une page d'accueil. Oh, mais c'est merveilleux. Merveilleux, la vision de la tour Roland dans le champ de rose, j'avais des larmes qui commençaient à monter avec une petite musique là, trop cool. C'est fou. Bon alors, je lance le jeu et bim, la première phrase, le pistolero, 2 points. L'homme en noir fuyait à travers le désert et le pistolero le suivait. Bon, je vous le fais en français parce qu'en vrai le jeu est en anglais, bien évidemment. Mon accent, je vous l'épargne. Donc voilà, on se retrouve pile au début du premier bouquin avec Roland perdu dans le désert, qui a des vertiges, il sait pas trop où il va, il comprend pas ce qui se passe, il commence à avancer. Et puis voilà, bon, je vais pas vous spoiler la suite si vous avez pas lu, mais voilà, la trame suit bien les 2 premiers livres. On nous retrouve les moments, les personnages, les phrases cultes, tout ce qui vaut. Franchement, c'est un sacré petit bonheur pendant les 2 heures qu'il m'a fallu pour finir le jeu. Bon, on garde en tête, c'est fan-made, c'est un mec qui est fan du bouquin et qui s'est dit je vais faire un truc, donc il y a des trucs à améliorer, le mec fait des ajouts et des mises à jour très régulièrement. Voilà, et les rencontres aléatoires sur la map sont un peu hardcore au début. Le système de combat est pas trop cool parce que parfois il est vraiment trop violent. Quand on est faible en niveau, il faut farmer un peu au début pour avancer correctement dans le jeu et tout. Les combats de boss, entre guillemets de boss, sont un peu durs au début. Et en fait, on devient overpower très rapidement dans le jeu. Donc en fait, il y a plus trop de challenge. Mais bon, franchement, une fois qu'on accepte tout ceci, c'est que du bonheur. Franchement, franchement, c'est trop bien de retrouver ça. Il y a un vrai détail que le mec s'est amusé à mettre, des petits clins d'œil. Franchement, c'est fou, quoi. À noter que le gars a fait que les 2 premiers bouquins pour le moment, donc le pistolero et le 2e bouquin, les 3 cartes. 2 heures de jeu pour les 2, ça équivaut pas les bouquins. Le pistolero est très court par rapport aux 3 cartes. Et je crois qu'il fait un tiers du premier, un tiers du 2e bouquin. Donc bon, c'est pas à hauteur, mais ça donne une putain d'ambiance. J'ai pas besoin de vous le dire, j'ai hâte de la suite. Franchement, je suis le truc Reddit de loin, mais voilà, j'irai voir régulièrement, voir s'il y a des mises à jour. J'ai hâte de voir le 3e tome qui va être d'un seul coup ma boule, parce que vraiment l'histoire commence là. Bien sûr, vous regardez dans la description du podcast, vous avez le lien vers Stephen King France qui résume le tout ça tranquillement. Vous avez les liens pour aller télécharger le jeu et tester ça. Voilà, c'est tout pour moi. Je me suis éclaté dessus. J'ai plein de choses à dire, mais c'est une carte postale. On va pas durer plus de 7 minutes. Donc, prenez soin de vous, buvez de l'eau et lisez La Tour Sombre. Voilà, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Au fait, j'ai pas parlé de Lost, mais clairement, on peut en trouver des liens avec La Tour Sombre. Non, parce que les mecs aussi, il y a des trucs qui se passent qui auraient pu très bien se passer dans La Tour Sombre. Voilà. Non, mais vraiment, j'arrête là. Ciao.
Ah, et je viens de commencer Twin Peaks aussi. Merci, parce que franchement, Julie, ça défonce trop. Premier épisode, 1h30, j'ai kiffé ma race. Je vais trop, je vais pas en parler trop longtemps, mais putain, même si l'ambiance elle est vieille, oh là là, ça déroule. C'est trop bien. Je surkiffe. Je vais me mater ça tranquillement devant un petit apéro là. C'est trop bien avec la chaleur. Je vais kiffer. Allez, ciao, des bises, prenez soin de vous. Et j'ai pas encore le lien entre Twin Peaks et la Tour Sombre, mais je suis sûr qu'on va en trouver à un moment. J'en suis persuadé. Bon allez, là j'y vais vraiment. Allez, ciao. Et salut boss, c'est Julie. Ça y est, c'est les vacances. J'ai fermé mon laptop, je vais partir dans la pampa. Mais j'ai pas oublié de faire mes devoirs de vacances. Alors avant de partir, je t'envoie une petite carte postale. Cette semaine, j'ai maté sur Netflix ce documentaire sur Woodstock 99. Alors je sais pas si tu l'as vu. Déjà, est-ce que tu savais qu'il y avait eu un Woodstock 99 ? Moi, je m'étais arrêtée à Woodstock 69. Et complètement malade, ce truc. Alors, ils ont fait un festival 30 ans après le Woodstock d'origine. Et là, mais la recette explosive. T'as un organisateur hippie qui est complètement à côté de la plaque. T'as un promoteur véreux qui sait même pas quel groupe il programme. MTV qui filme en exclu H24 en mode monte ton cul à la caméra. Public de 18 ans biberonné à Jackass, défoncé des midis, et tu mets par-dessus une canicule, des toilettes qui débordent, de l'eau contaminée aux excréments. Et là, alignement des planètes pour un carnage total. Bon, je te spoil pas, faut que tu regardes par toi-même. Ce documentaire, mais tellement flippant, tu vois, des organisateurs irresponsables, tout était ultra dangereux, pas safe, tu te demandes comment il n'y a pas eu des milliers de morts. En même temps, concert de malades. Tu vois Korn et Limp Bizkit en 99 au moment où ils explosent, et tu te dis mais ça doit être des putains de shows. Enfin bref, Matza, c'est assez drôle et terrifiant, et puis c'est l'occasion aussi de retrouver nos plus beaux looks des années 90, un vrai régal. Voilà, si tu t'ennuies pendant tes vacances, et je te fais des gros bisous, et on se retrouve tous à la rentrée. Ciao. Salut le Contrecast. Donc je voulais vous partager ma petite lecture coup de cœur, un manga en 2 tomes qui s'appelle 300 jours avec toi, fait par Kohei Nagashi, qui est une adaptation d'un roman de Masaki Kiritomo. Donc l'histoire, c'est Naoto qui va croiser Miu dans un parc, et elle va le mettre au défi de vérifier une légende. C'est si un couple amoureux fait le tour en barque du lac, celui-ci se sépare. Voilà. Donc ça c'est le début. On se dit un peu mais pourquoi ? Et en fait, quand Naoto va aider Miu à sortir de la barque, il va lui attraper la main. Et Naoto a un pouvoir, c'est que s'il prend la main d'une personne, il sait le nombre de jours qu'il lui reste à vivre. Et donc, Miu lui restera 300 jours à vivre, et il sait pas quoi faire de cette information. Est-ce qu'il lui dit ? Est-ce qu'il lui dit pas ? C'est compliqué, puisque comment ne pas le prendre pour un fou si jamais, on vous prend la main et on vous dit il vous reste 300 jours à vivre, allez-vous le croire ? Je ne pense pas. Et du coup, donc le manga va nous raconter cette idylle qui va naître entre deux, et comment aborder l'amour quand celui-ci est impossible à cause de cette date fatidique. Voilà, je l'ai trouvé très très juste, très. Il y a pas de, ils ont pas pu faire du blabla pour faire du blabla, puisque l'histoire se clôture vraiment en 2 tomes, et j'ai trouvé ça intéressant. Voilà. Alors je sais qu'un autre manga est sorti sur 2021-2022 qui est 100 jours avant ta mort, qui aborde un peu ce même principe, et je peux pas trop en faire la comparaison parce que je n'ai lu que le début, mais j'ai trouvé intéressant ce thème abordé, en fait. Voilà. Donc je le conseille à tous, et puis bon été. Et voilà.
J'espère que vous êtes contents. Tiens, il y avait aussi des patronautes dedans, j'avais pas fait gaffe. Bon, ouais, j'espère que ça vous a plu. Quoi ? Le générique ? Ouais, ok. Ça peut vous faire plaisir. Bon bah, bonne rentrée.